Salut Camille. Salut Julien. Comment vas-tu aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode numéro 13 de Et aller encore une coach? Et aller encore une coach. Je vais plutôt bien. Je suis dans un cadre incroyable, magnifique, en Inde. Je vais bien et en même temps j'ai une petite appréhension, comme je te disais juste avant. Mais j'ai envie de m'en servir aussi pour pas lutter contre, mais l'accueillir et voir comment ça peut se transformer. On verra. Je suis heureuse d'être là. Merci. Elle vient d'où cette appréhension, du coup? Est-ce qu'on entre en séance de coaching là? Non, mais c'est intéressant de savoir un peu. Si tu as envie de partager, évidemment. Elle vient d'où? Elle vient de la volonté de faire de ce moment le meilleur qui soit. Donc c'est lié à des attentes, en fait. Ok. Eh bien, ce moment, comme chacun des épisodes, est toujours le meilleur qu'il doit être à ce moment donné de ce que la vie nous propose et de cet échange. Donc, moi, je lui fais complètement confiance et je sais qu'il va très bien se passer. Je suis très heureux de te recevoir, moi, dans cette série-là sur les coachs pour mieux vous connaître et parce que moi, je suis aussi également coach. Et puis, j'ai une teinte, j'ai une manière d'exercer mon métier qui est différente de toutes celles et ceux que j'ai reçus. Et toi également. Et le but, c'est de faire entendre aussi un peu d'autres voix, d'autres regards sur qu'est-ce que c'est que le coaching et puis sortir de ce « et aller encore un coach » qu'on pourrait entendre, ces critiques parce que c'est des préjugés et souvent de personnes qui n'y sont pas allées et c'est ok. Et moi l'idée c'est de donner envie d'être curieux et curieuse. Et puis j'aime bien ce que dans ton podcast, le dernier épisode que j'ai écouté, Move and Meet, tu disais t'es avide de curiosité. Et je trouve que c'est l'une des plus belles valeurs, ça, avec le courage. Je suis vraiment aussi très relié au courage parce qu'on peut avoir plein de curiosité, mais il faut avoir du courage pour y aller, se mettre en mouvement. Donc toi, Move and Meet, donc la rencontre, la curiosité de la rencontre, je trouve ça génial, quoi. C'est des belles valeurs. Elles ont commencé comment, ces valeurs, pour toi? Les valeurs de... Lesquelles? De courage et de... La curiosité surtout, qui j'ai l'impression est une valeur assez présente chez toi. Elles ont commencé avec ma naissance, je crois. Je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur dans mon expérience de vie qui l'a fait croître, mais je crois que j'ai toujours été curieuse de comprendre le monde des adultes quand j'étais petite. Et puis de me comprendre moi aussi, je pense. Comment je réagissais en écho à l'environnement extérieur. Je suis beaucoup dans l'analyse aussi, mais j'aime ça. Mais je pense que la curiosité, c'est à plein de niveaux. Enfin, c'est mental dans l'analyse. Je me sens nourrie de ça, mais c'est aussi la curiosité de mes ressentis, de mes sensations, de l'écoute. Tu vois, tu parlais aussi... d'écoute juste avant qu'on commence. Mais tu vois, quand je te disais j'ai une petite appréhension, voilà, je suis aussi curieuse de cette sensation qui existe en moi. C'est vivant. Ah, c'est génial parce que du coup, c'est aussi l'écoute intérieure, mais curieuse et t'y vas quand même. Ah tiens, il y a un truc que je sens un peu gens, mais j'ai envie d'aller voir où ça va, quoi. Cette petite peur, cette petite appréhension. C'est génial. Ah, c'est cool. Et puis curieuse de l'autre aussi. Ouais. Du monde, des gens. Et le coaching, c'est une opportunité d'entrer dans l'univers des gens. Et je trouve ça merveilleux. J'aime beaucoup ce que tu dis, entrer dans l'univers des gens. C'est vrai que c'est vraiment une belle rencontre, une rencontre dans l'intime, dans l'authenticité, dans la vérité, où on fait tomber les masques parce qu'on est dans un espace protégé où on peut le faire pour avancer. Et comment tu te définis toi aujourd'hui quand tu te présentes? Est-ce que tu dis je suis coach ci, ça, tu vas nous dire. Et comment tu vois ce terme coach et le milieu du coaching, toi, aujourd'hui? Ouais, j'adore. Ça fait beaucoup de questions. Oui. Alors, comment je me présente? Comment je me définis, tu m'as dit? C'est marrant parce que le mot définir, il me questionne aussi. Définir, c'est-à-dire trouver la fin de soi, en fait. Où est la fin de moi? Où sont mes limites? J'en sais rien. Alors je peux parler de mes finitions connues ou conscientes, mais elles sont bien plus larges que ce que j'imagine. Mais si j'essaye quand même cet exercice, en tout cas ce cadre rassurant de la définition de soi, je peux dire que je suis une exploratrice
du monde, des gens, de moi. Et ce métier d'exploration, je le fais à travers le coaching. Le coaching, pour moi, c'est l'accompagnement des gens vers là où ils souhaitent aller. Donc, c'est offrir un espace le plus neutre possible, le plus dénué de projection, ce qui est difficile, dénué de jugement, et de faire un miroir neutre pour pouvoir aider l'autre à agir différemment, aller dans des univers justement de lui-même encore inconnus, aller au-delà de sa définition peut-être. J'adore, c'est trop bien, merci de souligner ça. Effectivement, définir, ça enferme et ça peut terminer. On est des êtres infinis, en tout cas dans mes croyances, donc oui, se définir peut montrer des frontières. J'adore, merci d'éclairer ce mot, c'est hyper important, le sens des mots et comment on les utilise. Et puis, effectivement, il n'y a pas de fin en soi. On est mouvant, on est vraiment dans ces êtres-là qui explorent le monde et la vie. Et donc, on n'a pas besoin de se catégoriser comme derrière l'étiquette de coach. Mais quand on doit un peu aider à clarifier déjà un peu dans la matière, je fais ci, je fais ça. Toi, tu te définis comme coach. Je veux dire, tu utilises ce terme coach. C'est OK pour toi ou voilà. Tu dis que tu es coach quoi, par exemple? Je dis que je suis coach professionnel. Ça dépend à qui je m'adresse. Je peux dire que je suis coach professionnel certifié. Ça peut rassurer, notamment les organisations. En Inde, là, j'ose me définir comme coach existentiel. On pourra en parler, mais la volonté d'aller toucher des questions existentielles, c'est aussi dans ma façon de faire. Donc me définir comme ça, c'est l'annonce de l'univers dans les questionnements dans lesquels j'aime aller. Après, je peux me définir aussi comme coach systémique et paradoxal. Ça aussi, c'est encore dans la façon dont je le fais. Et le mot coach, il est controversé, hein. Enfin, je pense. Il est associé à plein de croyances, plein d'idées reçues. Je sais pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'aimerais trouver une autre appellation que coach pour se distinguer dans ce grand bain. Ça reste une première introduction. Enfin, finalement, ça reste une première introduction. Ce qui prime, c'est l'énergie qu'on va envoyer, la relation qu'on va créer, au-delà du mot. Mais ça reste une première introduction. Donc, c'est quand même un questionnement. Est-ce que demain, il y aura plusieurs mots pour définir plusieurs types de coach? Est-ce qu'il y aura des définitions dans la définition? Peut-être. On verra. Tout à fait. Et même si on change de nom, c'est l'essence qui compte. Effectivement, coach ou pas, ou je m'appelle accompagnant, accompagnateur, ce qu'on veut, bah, de toute façon, c'est l'essence. On vient pour qui on est. On va venir nous voir pour qui on est. Donc, si on s'arrête déjà à l'étiquette, bon, c'est qu'on n'est pas prêt à aller plus loin que ça. Par contre, si moi, par exemple, les premières démarches que je fais, j'entends parler de toi, je suis un peu tes poches, je vois ton écrit, je vais écouter un podcast. Donc là, je plonge dans un univers beaucoup plus ample avec les vibrations de ta voix. Si tu fais des vidéos aussi, quel sujet tu abordes, c'est ça qui définit. Après que tu sois coach, je m'en fiche du titre. Je sais que j'ai une personne qui, comme tu l'as dit, va m'amener d'un point A à un point B et qu'elle a l'énergie qui va vibrer pour moi. Et c'est pour ça qu'on vient chez un coach ou une coach ou une personne qui nous accompagne. En fait, c'est juste, viens, on va faire un mouvement ensemble et j'ai moi cette compétence en abondance avec ma teinte, mon unicité pour t'amener vers ça. Donc si j'ai changé le terme coach ou accompagnant, je pense pas que c'est ça qui va faire la différence. Peut-être que nous, on a l'impression, des fois on peut se dire oui, comme tu dis, coach certifié, peut-être dans un certain cadre, ça aide à rassurer. Tu as tout à fait raison. Et autant, rentrer tranquillement, nous on veut juste impacter le monde, donc des fois il faut un peu danser avec ce qui se propose. Mais après, c'est pas l'étiquette n'est pas votre être, ça c'est sûr quoi. J'aimerais qu'on ouvre. Avant qu'on ouvre avec les cartes. Tu parles de coach existentiel et de coach systémique et paradoxal. Est-ce que tu peux me préciser les deux un peu avant qu'on plonge un peu plus dans les ton deux passé? Quoi là? Il y en a 3. Existentiel et puis systémique et paradoxal que tu as mis ensemble. J'aimerais un peu mieux comprendre ces deux variantes.
Je vais commencer par existentiel. Pour moi, existentiel, c'est se questionner sur le sens des choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, en fait Et puis, il y a pourquoi, et puis il y a pourquoi. Au nom de quoi, au service de quoi. Donc, c'est aller plus loin, en fait, que la première demande apparente ou que la première problématique apparente. C'est vraiment se questionner sur le sens des choses. C'est aussi l'idée d'accompagner la recherche de sens. Mais derrière la recherche de sens, parfois, il y a aussi la peur du vide ou la peur du rien, la peur de l'inconnu. Et tout ça, pour moi, ça touche à des choses qui sont très, très profondes et à des questionnements existentiels. Et finalement, ça recoupe peut-être avec une de tes questions, mais les gens qui viennent à moi, en fait, j'ai pas tellement choisi de me dire coach existentiel. Je me pose des questions existentielles moi-même énormément, mais je me rends compte que les personnes qui viennent à moi sont comme ça. Et elles me disent, je pense trop. Et comment on fait de ces pensées quelque chose de bénéfique, comment on s'en sert, comment on arrête de lutter, comment on accueille tout ça. Et pour moi, le coaching existentiel, c'est oser aborder tout ça, plonger dedans, plonger. Génial. Oser faire face à ce grand vide et puis l'observer et se découvrir dans ses questionnements. Et systémique et paradoxal. Ça, j'adore. C'est deux choses, mais je trouve qu'ils sont très reliés. La systémie, c'est une vision holistique des choses, dans le sens où on est toujours partie prenante d'un système. Donc c'est l'étude de l'individu ou du groupe d'individus, si c'est une équipe qu'on accompagne, mais pas que en tant que tel, mais en lien avec son système, ses systèmes, quelles sont ses interactions dans le système, comment le système va interagir sur la personne. C'est essayer d'aller plus loin que le prisme avec lequel le client arrive, mais d'essayer de trouver des liens. Les liens. Et parfois, il y a beaucoup de réponses dans des liens. Et c'est aussi l'idée que les choses se répètent, nos comportements, les solutions qu'on trouve à nos problématiques, choisies ou non choisies, c'est toujours choisi d'une certaine façon, mais volontairement choisies ou pas, sont systémiques et reviennent. Donc après, on peut choisir d'étudier un système, et si on étudie ce système, ça va forcément avoir un impact sur un autre système. Donc c'est vraiment voir les choses d'une façon globale et paradoxale, parce que, alors ça vient de l'école Palo Alto, et c'est l'idée que c'est une approche selon laquelle la solution se trouve dans le problème. Tout à fait, j'adore. Merci pour ces partages, ils sont super intéressants. Et c'est vrai que le système, je l'entends aussi comme dans le yin-yang, on parle de souffle médian. En fait, c'est cette résonance. Il y a trois entités, quoi. Yin-yang, mais il y a aussi ce que provoque l'un et l'autre, et cette transition dans l'un, dans l'autre. Et je trouve que c'est vraiment ça. Dans le système, il y a beaucoup de choses entre moi et Camille. Il y a une troisième chose qui se passe. Et c'est aussi, c'est invisible. C'est 95% de non-matière qu'il y a dans l'univers, qui fait que toute l'information est là, tout ce champ, et il se passe plein de résonances d'un système, d'un autre, et les gens mis ensemble, même le système coach peut donner des variantes à l'intérieur qui réagit dans la société, qui réagit aussi toi, t'es dans un pays, je trouve ça génial. En Inde, t'as fait tout un parcours avec l'entreprise, l'entrepreneur, t'as aussi ce système-là, ces valeurs-là qui créent toute une teinte, mais différente en Inde que si tu l'avais fait par exemple aux États-Unis ou en France ou en Europe. Et donc ouais, vraiment, on est tous reliés, on est terriblement interdépendants. C'est magique et c'est beau. Et ce côté paradoxal, j'adore parce que j'ai partagé ça hier. Et je l'entends souvent évidemment. Si la solution, le problème, comme on dit, est en toi, c'est que la solution aussi est en toi. Et donc c'est génial. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont été... Je serais curieux de savoir comment tu as appris justement tout ça. Comment tu en arrives aujourd'hui à ces pensées, à avoir fait tous ces liens. Et si tu veux, on peut ouvrir une carte pour ça. Ça te dit ?
Ok, avec plaisir. Une photo, un mot ou une question? Une photo. Yes. Alors, cher Kartz, merci de nous montrer une photo pour mieux comprendre comment Camille est arrivée à ce qu'elle fait aujourd'hui et à tous ces liens et tous ces éveils en elle. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Yes, je t'aime bien cette carte. Alors, tu vas la regarder, tu pourras la décrire pour ceux qui l'écoutent en podcast, s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'approcher encore un petit peu? Ouais, alors je vais pas être... Si j'arrive à faire le point quand même. Je dirais que c'est une personne qui pousse un cri de joie, je pense, avec beaucoup de monde derrière aussi. C'est à l'extérieur. Elle a des lunettes. Ça c'est drôle aussi. Il y a tout un truc autour des lunettes. Et je sais pas. Voilà, j'essaie de la décrire sans. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens toi quand tu vois cette image en lien avec ton passé et tes apprentissages? Il y a une forme de libération, j'ai l'impression, dans cette image. Une forme de... Je m'exprime, une forme d'expression. C'était facile pour toi de t'exprimer quand tu étais plus jeune? Je pense. Ça dépend dans quel système. Intéressant. Alors oui, dans quel système tu te sentais toi? Et peut-être dans quel système c'était plus compliqué? Est-ce que tu as traversé ces choses-là? Je pense que je me sentais très bien en famille. Et que c'était plus compliqué à l'école. Comment t'as justement... si, bien sûr, hein, comme toujours, si tu es consentante de partager ce que tu as envie de partager, hein, c'est toujours le cadre, évidemment. C'est toi qui décides. Moi, je propose et ensuite tu vois ce que tu veux révéler. Mais comment on grandit justement ces forces en toi? Parce qu'aujourd'hui, on te sent là, posé, je te le disais en off, dans ton podcast, on sent qu'il y a, je sais pas, une maturité, un calme, je sais pas, que tu souris vraiment à la vie. Et je suis hyper curieux de savoir quelles sont les étapes qui amènent à ça, qui amènent à traverser. Et des fois, ça peut être très facile, et des fois plus difficile. Et c'est intéressant de connaître les moments aussi difficiles. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ces moments où tu te sentais très à l'aise en famille, et évidemment, comme plein de jeunes et d'enfants, on découvre le système scolaire et puis ces challenges et ces défis, est-ce que pour toi, ça a été vraiment des années d'apprentissage assez difficiles ou pas? Oui. Je sais pas trop dans quelle direction aller avec ta question. Choisis celle qui te plaît. Déjà, tu me demandes qu'est-ce qui fait que j'en arrive à là où je suis. J'ai l'impression d'être sur le chemin et pas à un point d'arrivée, déjà. Je pense que c'est un questionnement permanent des choses, avec son lot de difficultés, j'oserais dire souffrances associées. C'est cette volonté de comprendre les choses, le monde, qui, je pense, peut me donner dans une certaine mesure une présence. Tu parlais de calme, de poser. Moi, je pense que j'associe ça à de la présence. Et je pense aussi que tout est... Enfin, il y a le revers de la médaille aussi. Je pense que je suis très... j'adore goûter la vie à pleines dents, mais j'ai aussi mes moments d'onne. Et c'est un... Il y a des hauts et des bas, c'est vivant. Et je pense que j'essaye d'accepter
et de ne pas être en résistance avec ce qui m'est proposé, l'expérience que je vis, qu'elle soit heureuse, difficile, et j'essaye aussi de me détacher. Et c'est là où le paradoxal entre en jeu, c'est peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'essayer pour pouvoir encore plus essayer. Tout à fait. Comment t'as avancé dans ta vie professionnelle? Est-ce que t'es tout de suite arrivé vers j'ai envie de rencontrer des gens, d'être en lien, de devenir vite coach? Alors c'est un métier qui est un peu apparu un peu dernièrement, mais peut-être que ça arrivait assez tôt pour toi. Comment ton parcours professionnel, quelles ont été les 3 grandes étapes de ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui? Alors j'ai toujours voulu être coach. C'est un métier, je sais pas, en France il existe peut-être depuis 30 ans, donc Ah oui. je suis née avec ce métier. Et je suis heureuse de vivre aujourd'hui à l'époque dans laquelle on est. En tout cas, s'il n'existait pas, j'aurais envie de le créer d'une façon ou d'une autre. Et je suis très curieuse de savoir ce qui va devenir. Mais en tout cas, je suis hyper heureuse de pouvoir vivre de ce métier qui existe aujourd'hui, qui est quand même reconnu. Et ça, c'est une grande chance. Et donc, j'ai toujours voulu faire ça. J'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le coaching, le théâtre comme outil de coaching en entreprise. Génial. Et je me disais que j'attendais d'avoir des cheveux blancs pour faire ce métier. De l'expérience? De l'expérience. Et bon, après... Mais donc voilà, donc j'ai cru ça. Je l'ai cru. Et donc j'ai gravité autour de ce métier pendant des années via du recrutement de cadres dirigeants dans des cabinets RH, de l'évaluation des compétences comportementales avec des psys et des coachs autour de moi. Et puis après, dans l'enseignement supérieur pour accompagner les élèves. Et puis j'ai aussi toujours fait du coaching via des associations. Donc, on va dire, j'ai toujours fait du coaching non officiellement. Et puis je suis partie en voyage. J'ai pris une année sabbatique il y a quelques années. Je suis partie en voyage en Asie du Sud-Est. Et là, j'ai fait tomber mes croyances. Voilà, je me suis dit, allez, pas besoin d'avoir des cheveux blancs, on y va maintenant. La vie est trop courte pour attendre. Allons-y. Et je suis rentrée, je me suis formée, donc j'ai intégré une école de coaching. J'étais une des plus jeunes dans cette école, c'était un challenge aussi pour moi. Et je suis super heureuse de faire ce job aujourd'hui. J'ai l'impression que ça ne s'arrêtera pas. Enfin, cette sensation d'infini devant soi est hyper savoureuse. Tout à fait. Et j'aime bien ce que tu posais cette question et j'aimerais bien en parler à la fin de que va-t-il devenir. C'est vrai, à quoi peut ressembler ce métier qui évolue et que nous-mêmes évoluons beaucoup dedans. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu as un souvenir de ce moment où tu as ce déclic de vas-y, je m'autorise, j'assume, je veux me former, je veux être coach? Déclic, le je veux, je l'ai toujours eu. La mise en action, en fait, est-ce que tu parles du déclic du je veux ou du déclic où j'y vais? Non, le moment où vraiment j'y vais. Quand tu dis en Asie du Sud-Est, justement là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment pour que ça déclique en toi? Des rencontres. Ok. Des rencontres de personnes qui étaient sans projection sur ce métier-là, qui m'ont ouvert une nouvelle perspective de voir ce métier. J'ai rencontré des jeunes coachs, des coachs qui faisaient leur métier en voyageant. D'autres visions, en fait, que l'environnement dans lequel j'étais jusqu'alors. C'est génial. Donc la rencontre encore, qui vient éveiller, qui vient dire « Ah ouais, ça c'est possible ». En fait, un autre possible de ce que toi tu pouvais imaginer un peu en tant que coach, que tu avais un peu en tête, quoi. Trop bien, j'adore. Comment ça a évolué pour toi après l'école? Comment ça s'est passé? De quoi?
Les premiers rendez-vous, les premiers clients, comment tu t'es montré au monde, comment tu as avancé dans ce métier une fois que tu avais ton diplôme et que tu étais certifié? Ça m'est difficile là parce que j'ai tellement d'angles possibles pour traiter là ta question que j'arrive pas à choisir. J'ai besoin de ton aide pour Très bien, je comprends. Engueuler. Très bien. Eh bien, est-ce que tu te souviens de ton ou ta première cliente? Alors, ma première cliente payante ou première coachée, tu vois, j'ai envie de te parler peut-être du premier client non payant et qui était mon premier accompagnement long terme en fait. C'est là où il y a eu une vraie différence. Je la ressens moins dans le fait non payant que dans le fait accompagnement long terme versus des accompagnements plus court terme que je pouvais faire avant. Et ouais, c'était une belle histoire. C'était un jeune homme dans l'école où je travaillais qui était en reprise d'études ou fin d'études dans l'école où je travaillais. Il avait plein de sujets sur trouver son harmonie vie pro, vie perso, comment être soi-même dans le monde professionnel. Qui est ce soi-même? Et c'était incroyable, c'était émouvant à plusieurs étapes. Je pense que la première et la dernière séance c'était très très émouvante et il restera marqué dans son esprit, dans le mien. Et comment elle s'était passée cette rencontre? Comment il est arrivé à toi? C'était un des élèves je faisais des interventions dans des classes. Via mon travail, je travaillais dans l'éducation, dans le service carrière d'une école de commerce. Et je formais sur les soft skills. Okay. Et j'ai dû faire un appel à un moment donné en disant j'offre, je ne sais plus combien j'en offrais, peut-être 3 ou 4 coaching en parallèle de mon job pour ceux qui le souhaitent. Et puis j'ai eu plusieurs demandes. Et puis lui, ça a été une des premières demandes et ça l'a fait. C'était parti pour plusieurs mois. Génial, j'allais te demander combien de temps et quelles sont les différences pour toi entre le court terme et le long terme dans le fait d'accompagner? Alors, combien de temps? Au tout début, c'était 5 mois. Donc, avec lui, c'était 5 mois. Maintenant, aujourd'hui, c'est 9 mois. Et les différences, j'ai l'impression d'aller plus en profondeur quand la confiance s'établit petit à petit. Je pense que le client se livre de plus en plus, peut-être. Ça va peut-être de plus en plus loin. Moi-même aussi, j'ose des confrontations, dans le sens faire front avec. Au fur et à mesure que la relation et le temps se créent. Et tu vois, dans Le Petit Prince, là je pense à ça, mais le renard parle en fait de qu'est-ce qui... Alors il parle de l'attachement et de l'amitié. Bon, alors l'idée c'est pas de s'attacher en coaching, mais derrière l'enseignement de ce renard, je pense qu'il y a aussi l'idée de le temps crée la confiance. Et je pense que ça permet d'aller dans des univers où on ne se serait peut-être pas autorisé en une séance. Et puis après, il y a aussi le temps. Le temps, c'est passionnant, le temps, mais les choses infusent d'une séance à l'autre. Donc, il y a tout ce qui se passe en séance, mais il y a aussi tout ce qui se passe entre les séances. Donc, c'est 9 mois de séance, mais c'est 9 mois de vie à côté, d'expérimentation, de brief et de débrief.
Et c'est tout ce temps long qui crée le changement. Et pour moi, le coaching, c'est pas accompagner un problème aujourd'hui, c'est durablement faire un changement de type 2, d'aller beaucoup plus loin et que ce soit un changement durable. Génial. Tu dis un changement de type 2. Pourquoi un changement de type 2 ? Changement de type 1, je dirais que c'est... Si je te donne une image, tu es dans une voiture, tu as du mal à monter ta colline. Changement de type 1, je vais te mettre... au lieu de te mettre de l'essence, je vais te mettre du diesel et puis on voit comment ça réagit, ou je t'en mets plus. Et changement de type 2, c'est je change la voiture et je change même le chemin. Allez, allons voir ah oui, c'est à côté. Et donc, c'est très intéressant. Et parce que moi, je suis souvent en séance courte. Parce que j'ai entendu que tu dis à s'autoriser avec le long terme, à échanger sur des choses. Moi, je sais que très vite, je peux partir dans le très intime, très authentique, très simple, et que j'ai cette facilité-là. Et que très vite, je suis halluciné en 45 minutes, et souvent aidé par les cartes, parce qu'elles viennent ouvrir le champ d'information présent de la personne et le mettre dans la matière. À quel point, waouh, même des fois, c'est un peu flippant de se dire les liens que je peux créer avec des personnes que je ne connais pas, et être hyper intime, alors que je peux échanger avec des amis que j'ai jamais été dans ce niveau d'intimité, des amis d'enfance, tu sais, ou des gens où c'est moins, le cadre est pas là pour. Vraiment des fois parce qu'il faut être deux pour s'autoriser à aller si loin dans cet intime. Est-ce que toi tu as senti ça évoluer, que c'était plus en plus facile avec ta pratique et ton expérience d'aller vraiment vite dans le cœur de l'intime et de l'authenticité pour aller faire des changements de type 2, ou tu sais que dans tous les cas, toi dans ton énergie et les personnes qui viennent à toi, ça prend plusieurs étapes et c'est aussi ok comme ça? Alors, est-ce que ça a évolué et est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Alors, je pense que j'ai toujours eu ça, d'aller créer des espaces pour libérer la parole existentielle. J'ai toujours été, tu vois, en soirée, en mode contre-soirée dans la cuisine, à refaire le monde sur des questionnements existentiels. J'ai toujours fait du coaching non officiellement, constamment, mais j'adore. Et je pense que j'ai aussi cette faculté à créer cet espace de confiance pour que les gens, pour aller directement dans le deep. Et ces étapes, pour moi, elles permettent d'aller encore plus loin, en fait. Est-ce qu'elles sont nécessaires ? C'est pas tant les étapes que le temps, je pense. Oui. Ouais, c'est vraiment comme tu disais, j'adore en plus 9 mois, c'est vraiment un temps de gestation. Aussi, on est en train de muter, de renaître vers autre chose, vers le mouvement que tu fais. Et c'est vrai que c'est surtout le temps. C'est encore, comme on disait, c'est ce souffle médian entre les séances qui fait qu'il y a plein de... Et j'adore. Alors, moi, je suis peut-être aussi dans une énergie des fois par de l'impatience, ça je peux clairement le ressentir, et que ce 9 mois me paraît genre, ah non, c'est long, tu vois, d'accompagner aussi longtemps. Moi, j'aime bien Max aller à 3 séances, tu vois, et il se passait comme on en a envie, en fait, hein. Il peut se passer 9 mois s'il y a 3 séances, mais j'ai envie j'aime bien ce côté de, allez, la mise en orbite, tu vois, on met l'énergie, et derrière, ça y est, t'es parti dans une autre attraction, d'un autre toi, qui te permet de voir déjà, de prendre beaucoup plus de hauteur, mais aussi de sortir de ce qui t'a retenu, tu sais. J'ai souvent cet exemple-là. Moi, ce qui a changé ma vie, mais vraiment radicalement, c'est le jour où j'ai quitté Paris et que je suis allé habiter à Séville. Et là, j'ai senti, mais d'un coup, je me suis extrait de cette attraction énorme qu'avaient les soirées, les bars, les copains, la musique électronique et le fait que moi, je m'oubliais de juste, Julien, t'as envie de faire de la musique, du podcast, de la BD, enfin écrire et tout. Et le jour où, par l'intuition de mon ex-compagne qui avait envie de partir, et que moi j'ai suivi avec beaucoup de peur, mais j'ai suivi quand même, c'est là que je me suis rendu compte, waouh, ça fait du bien de s'extraire parce que j'ai pu me retrouver. Et j'aime bien être cette personne qui aide à aller, vas-y, on décolle, et tu vas voir là, une fois que tu seras sorti de ce truc, tu vas pouvoir
beaucoup plus savoir où est le vrai toi, où est justement ce qui te nuisait ou ce qui te faisait du bien. Les deux sont importants aussi. La mise en orbite. J'aime beaucoup J'aime l'univers de la cosmologie, de l'univers, qui est la compréhension de l'origine et de l'évolution, qui est complètement en lien avec ma perception du coaching, alors que tu utilises ces termes-là, ça me touche. Génial. Et oui, on en revient aussi à ces questions existentielles de pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe, puis ce grand univers incroyable. Quelle mise en orbite t'aurais en tête là d'une personne que tu as accompagnée après ce premier tout début, vraiment dont tu t'es senti hyper nourri et tu dis mais je fais un métier incroyable de pouvoir aider cette personne à faire ce mouvement A vers B. Est-ce que tu as un exemple à nous partager? J'en aurais plein. Donc, un où je me suis sentie quoi? Où tu t'es senti vraiment, ça t'a vraiment épanoui. Tu sais, t'as senti une harmonie, une alchimie entre vous deux et qui t'a particulièrement marqué, même si évidemment j'imagine que tous et toutes tes clients et clientes te marquent. Mais s'il y a quelque chose là qui vient, en fait, souvent le premier truc qui vient en tête, c'est le bon, quoi. Ouais, c'est vrai. Le premier truc qui vient en tête, c'est déjà à chaque fois que je sors d'une séance, j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment et je doute énormément dans ma vie, mais de ces moments-là, je ne doute pas. Où là, par exemple, je pense à une personne que j'ai accompagnée qui m'avait recontactée. Il y a 7 ans, je l'avais accompagnée via une association à trouver un job. Et elle m'a recontactée 7 ans après en me disant « J'ai envie que tu me coaches de façon plus approfondie ». Et là, on était parti pour 9 mois sur le fait de se reconnecter à ses talents, à ce qu'elle est, à sa puissance, en fait. C'était autour de s'autoriser à, en fait, de prendre sa place, de libérer sa parole, d'oser s'exprimer. Et donc après, il y avait des enjeux plus opérationnels de communication, et puis après, il y avait des questionnements plus profonds de quelle est sa perception d'elle-même et comment trouver toutes ses ressources internes. Et c'était magnifique de la voir évoluer, et c'était vraiment une autre personne à la fin. C'est assez incroyable. Ce n'était pas la même personne. Alors, j'ai pas vocation à transformer les gens ou à les faire changer, mais plutôt à les faire accompagner, à les accompagner à un endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent en congruence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et je l'ai senti gagner en sérénité et en assurance de façon incroyable. Ouais, ça me nourrit. Ça nourrit énormément, tout à fait. Cette congruence, cette harmonie. Et ouais, surtout ce genre de voir une personne se révéler à elle-même, se dire comme moi je l'ai vécu, et ce que tu as dû aussi vivre toi, dans le fait de, tu dis s'autoriser comme s'autoriser à aller dans une voie qui te ressemble vraiment, qui était le coaching. Et c'était vraiment de se retrouver. Oui, il y a le diamant. Moi, je vois souvent cette image-là. Il y a un diamant là qui a plein de petites couches devant qu'on enlève. Il n'y a pas de meilleure version de toi-même. Tu es déjà la meilleure version de toi-même. Pour moi, il faut juste enlever les couches qu'il y a devant pour le voir et le montrer. Tu vois, ce truc-là, ce diamant, et d'en avoir conscience toi, parce que c'est tout un chemin. Et moi, c'est vraiment mon taf dans cette vie, que mon estime et la valeur que je me porte. Et une fois que tu vois ces personnes, je dis mais ouais, en fait voilà quoi, tu deviens toi, tu t'harmonises, et moi ça me nourrit, parce que souvent c'est des gens au départ que j'accompagnais pour du podcast. Je pouvais écouter leur podcast ou voir leur création, où j'étais nourri du coup, parce que j'aidais à faire révéler, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent à moi qui aiment comme moi communiquer, ou qui ont ces envies là et qui s'autorisent à le faire. Et moi j'ai mis du temps, mais ça m'a aidé, et surtout par les pratiques de l'invisible. Mais c'est génial, et ça nourrit énormément. Et aujourd'hui, dans le développement de ton entreprise, les personnes viennent à toi par les réseaux, viennent à toi par ton podcast que tu as sorti il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a 10 épisodes, peut-être 20 même d'ailleurs, parce que tu le fais en français et en anglais d'ailleurs. Ouais. On va en parler après. Mais comment viennent les personnes majoritairement jusqu'à toi? Quels sont tes canaux de communication
qui t'amène ces 80% de résultats, ce 80-20 de personnes jusqu'à toi? Ce 80% de résultats. J'adore la règle du 80-20 qui est tellement intéressante. Ouais. J'ai de la chance, je ne sais pas si c'est de la chance, mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait de démarchage commercial et je pense que j'y viendrai, mais aujourd'hui, je n'ai pas de stratégie d'acquisition et les personnes viennent à moi via du réseau, bouche à oreille. Donc, c'est vrai que bon, on parlait d'expérience, c'est vrai que les jobs que j'ai faits auparavant, recrutement de cadres dirigeants, même accompagnement d'étudiants qui aujourd'hui ont grandi, ça m'a apporté un réseau qui aujourd'hui est en mesure de me recommander. Donc c'est pas forcément ce réseau-là, mais parfois c'est le réseau de ce réseau. Et donc j'ai eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir des personnes qui venaient à moi. Et je pense que c'est sain aussi dans le coaching que la démarche soit vraiment volontaire. Ouais. Après j'ai eu des partenariats aussi avec des boîtes. J'interviens aussi en entreprise. Et mes posts je fais pas mal de posts sur LinkedIn aussi. Il s'avère que ça me fait connaître et qu'il y a des personnes, ou en tout cas ça me rappelle au bon souvenir de certains qui me contactent. Je le fais pas forcément dans cette démarche-là. En tout cas, c'est pas ce à quoi je pense quand j'écris mes posts. Et le podcast, c'est quelque chose de naissant et je pense que c'est d'abord me faire plaisir personnellement avant tout. Et après, si ça peut apporter des clients, tant mieux. Mais je favorise d'abord le plaisir que je peux prendre dans cette activité à côté. Qu'est-ce que tu aimes dans le podcast? Pourquoi tu t'y es mis d'ailleurs? Et qu'est-ce que tu aimes dans le podcast? Alors, je m'y suis mise pour ce pourquoi j'aime. Et ce pourquoi j'aime, déjà l'univers du son. Je suis très sensible à l'univers du son, je crois que toi aussi. Et d'ailleurs, je t'avais découvert via un podcast sur le son, je sais pas, ça tournait autour du sujet de la voix. Peut-être. Et oui, je sais plus. J'ai une idée du podcast. Oui. État de flow, je crois. Très probablement. Et j'ai adoré cet épisode. Et je pense que c'est exactement ce pourquoi j'aime le podcast. C'est le son. Pour moi, c'est un univers. Et j'adore cet univers. Et c'est un univers de l'intime aussi. Donc c'est finalement en lien avec l'intime du coaching peut-être. Le fait de ne pas avoir le visuel, c'est déjà une invitation à l'intime peut-être, mais aussi moins de projection, plus de présence. Et donc toutes ces raisons font que, d'ailleurs le coaching au téléphone, j'en ai fait quelques-uns et j'adore. J'aimerais développer ça encore, expérimenter davantage, faire des formats peut-être plus hybrides. Et puis le podcast, pour moi c'est un univers de création possible. C'est un moyen de rencontre aussi, de rencontre qui aurait peut-être pas pu se passer autrement. C'est un moyen de partager aussi à tous, donc non exclusif. Et c'est aussi moi je suis très très consommatrice de podcasts. Ouais. C'est une façon de contribuer aussi. Mon plus grand bonheur, c'est de partir me faire une grande marche, par exemple dans l'environnement incroyable dans lequel je suis en ce moment, avec, oui, profiter de l'endroit, du lieu, mais aussi me nourrir de podcasts. J'en ai tellement chargé sur mon téléphone. J'adore. Trop bien. On parlera vers la fin de un peu tes recommandations au niveau un peu, si t'as plein de podcasts, moment de recommander un ou deux, puis un bouquin aussi, c'est la question que je pose à la fin. Okay. J'adore, c'est vrai, le podcast, cette attention, moi, mes moments préférés, c'est vraiment des temps de yin, donc des temps de réception pour remplir un peu ma coupe et mes inspirations. Je suis en voiture, par exemple, quand je suis venu dans mon bureau, là, j'ai écouté ton podcast. D'ailleurs, la durée était chouette, même j'étais un peu sur ma faim, là, sur ces 11 minutes, j'avais envie d'en savoir plus, là, sur le dernier. Et j'adore parce que je suis pas en train de... Là, si on regarde la vidéo, alors oui, c'est chouette pour partager sur les réseaux sociaux et tout, d'avoir du visuel. Mais moi, je sais que
quand j'écoute une vidéo, je la regarde sur YouTube, bah, je vais regarder peut-être, tiens, la marque de ton micro, tiens, le décor derrière toi, tiens, tes lunettes. Tu vois, mon attention, elle est dispersée. Alors que quand je suis vraiment dans une écoute active ou que je conduis, bon, là, je suis en automatisme et j'ai vraiment, bah, comme tu dis, l'intime, ta voix au creux des oreilles ou en tout cas dans les enceintes de la voiture ou en podcast. Et c'est trop bien d'être là, mon imaginaire part, mais je suis vraiment attentif à tous les mots que tu dis parce qu'ils sont hyper précieux. Il y a ce flux d'énergie-là qu'on essaye de saisir et de garder et que la vidéo, souvent, peut nous disperser. Et moi, c'est ma grande frustration parce que sur les réseaux, oui, ça marche vraiment beaucoup, je vois la différence. Je partage un extrait sonore juste avec un texte. Ça me range pas beaucoup. Et je mets une vidéo et je mets l'extrait en texte par-dessus avec la voix en son. Ça change tout. Tout de suite, il y a bien plus de vues et tout, quoi. Donc, on a vraiment besoin souvent d'être capté par ce visuel parce qu'évidemment, tous nos capteurs sont là. Mais qu'est-ce que c'est reposant et puissant d'être juste là en train de regarder l'océan ou marcher, comme tu dis, toi, dans ton bel environnement, écouter une voix, un podcast, une belle interview. Et là, on est dedans et on est dans un univers beaucoup plus grand, quoi. Je trouve. Ouais. Ouais, là, tu vois, là, par exemple, j'ai une image qui me vient des moments extras. C'est, on se fait pas mal de petits voyages avec mon père. Et là, on est parti au sport d'hiver l'année dernière, je crois. Et sur les chemins, on partait en rando et on s'écoutait des podcasts. Et puis, on débriefait après, on faisait des pauses. Et quel était le prochain épisode passionnant qu'on allait écouter. Et donc, se faire découvrir ça... c'est extra aussi de partager. Ouais, c'est clair, et aussi de partager, tout à fait. Et surtout quand on a eu la même écoute ou voir le ressenti de l'autre par rapport à ça. Quels sont les outils? Donc là, c'était plus sur le côté d'acquisition un peu, en tout cas, tu te fais plaisir avant tout, et ça, c'est vraiment une clé. Avant de faire du podcast, faites-le pour vous, quoi, parce que c'est ça qui marche, ou écrire des posts pour vous ou autre, parce que sinon, ça va se sentir si vous vous forcez. Et quels sont tes outils que tu utilises en accompagnement? Je trouve que tu as tout à fait raison, juste au téléphone, c'est hyper puissant de faire des coachings. Je me suis fait coacher, j'en ai fait comme ça, mais ça change tout. Et pour certaines personnes, c'est vraiment un bienfait et une ouverture incroyable. Pour d'autres, ça peut refermer à goûter. Quels sont, toi, tes outils que tu utilises le plus en accompagnement? Alors, tu as parlé de plein de choses quand tu dis, par exemple, au téléphone, pas au téléphone. Est-ce que ça, tu considères comme un outil? C'est quoi un outil pour toi? Bonne question. Pour moi, c'est un outil, le téléphone. La voix. Je le fais qu'à la voix. Je décide un peu du cadre que je crée, donc ça peut être un outil. Ouais. Par exemple, un outil moi que j'utilise, c'est mes cartes. Mes cartes de coaching, c'est vraiment mon outil magique, quoi. Si j'en avais qu'un, c'est celui-ci. Parce que outil, j'aime cette définition que tu as, c'est-à-dire tangible de l'environnement autour. L'outil, ça peut être aussi une trame, une sorte de... de dérouler. Donc, alors, à ce premier niveau-là de dérouler, oui, j'en utilise. Tu vois, par exemple, des premières séances, j'utilise des outils comme du cadrage de demande ou du dessin systémique. Je passe pas mal par le dessin, beaucoup par le symbolique, pour essayer de faire représenter aussi dans la matière des choses où les mots sont parfois réducteurs. Et de même jouer avec la matière. Tu viens de faire un dessin sur ta feuille, bah, qu'est-ce que tu fais de cette feuille? Qu'est-ce qu'elle devient? Où est-ce que tu la mets là dans ta pièce autour de toi? Parfois à l'extérieur, parfois on se lève, parfois on fait les séances debout, parfois on change d'environnement. Si je reviens aux outils concrets TRAM, les niveaux logiques de DILS, j'aime beaucoup utiliser ça. Je connais pas, tu peux nous en parler? Y a plusieurs niveaux, l'environnement, l'identité, jusqu'à la spiritualité. En fait, c'est plusieurs niveaux logiques d'expression de soi et qui permettent de pouvoir aborder un sujet en faisant différemment, en allant sur le pas d'après. Et puis après, il y a plein de petits outils. Tu vois, par exemple, hier, j'ai fait une séance en utilisant des morceaux de sucre pour remplacer ce que je pourrais utiliser avec des cubes, pour matérialiser, en faisant des petites colonnes, ce que c'est que l'apprentissage et l'expérience dans la vie et comment est-ce qu'on évalue ça.
et l'approche narrative, passer par l'écrit. Donc, mais souvent, ma façon dont je choisis mes outils, c'est pas forcément moi qui les choisis, c'est en fonction de l'univers de mon client. Dans quel univers il est, ce à quoi il est sensible. Et on y va ensemble. J'impose jamais mes outils, je propose parfois des idées qui me viennent. C'est vraiment une co-construction, parfois ça vient d'eux, et j'alimente. Et ce que j'aime le plus, en fait, c'est de ne pas utiliser d'outils et d'utiliser vraiment ce qui se passe dans l'instant. Tu vois, par exemple, derrière toi, tu as un tableau avec des cartes. Si on était en séance de coaching, il y a de fortes chances qu'on aille parler de ce tableau derrière. Yes. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te vient quand tu vois ces cartes, par exemple ? Qu'est-ce qui te vient, toi, quand tu me poses la question ? Qu'est-ce qui me vient moi quand moi j'aime ces touches de couleurs et en fait si tu veux ça c'est un peu des flyers ou des évolutions de ce que est devenu Juno, ce que je fais, qui a commencé par la radio, il y a eu des ateliers, il y a eu des podcasts, j'explore beaucoup et ça c'est un petit souvenir de tout ça. Et par moments je me dis ça me manque un peu, peut-être il n'y en a pas assez, tu vois, dans ce tableau. Des fois, tu vois des beaux décors pour les vidéos et tout. Je pourrais peut-être améliorer mon décor, tu vois. Donc, en fait, il y a une vraie envie, moi, d'harmonie dans l'image. Je viens de l'image. J'ai commencé par les films d'animation, en fait. J'ai été coloriste pour les films d'animation. Et donc, moi, je suis vraiment hyper attentif à tous les petits détails. Et donc, du coup, sur mon compte Insta, ça sera jusqu'aux petits, les petits ronds pour les stories, voir les icônes. Enfin, j'essaye de prendre mon temps parce que tout se fait pas d'un coup, c'est beaucoup trop de travail. Mais moi, tous ces petits détails font que je les vois si c'est en harmonie ou en disharmonie. Ce qui s'est amené par la suite à l'entendre dans les mots, dans les voix, à l'entendre aussi dans les actions, à le voir dans l'environnement d'une maison ou autre. Tout ça, ça me donne plein de choses en fait. Et je l'utilise en coaching aussi pour ça, parce que les mots, la manière dont il dit les choses, il n'y a pas de hasard. Donc ça dit aussi beaucoup. Et des fois, il y a un truc qui sort du lot. Et comme tu dis, c'est un peu dans le système, il y a un truc qui paraît bizarre dans ce système-là, tu sais, ou qui pointe le bout de son nez. Ah, il y a l'attention. Comme tu créerais une image, et tu mettrais en avant le personnage, ou comme un son, la voix elle est dessus, puis tu as les sons d'ambiance derrière, tu viens mettre volontairement quelque chose en avant. Et dans tes mots, c'est ton inconscient. Et qui va dire ou qui va un peu se tromper. En fait, non, il y a des choses que tu veux dire. C'est génial quand tu chopes tous ces petits papillons là qui volent. Tu peux vraiment en faire des outils intéressants. Mais ouais, j'adore parce qu'effectivement, tout ce qui m'entoure dit des choses de moi, en fait. Donc, toi, tu peux l'utiliser aussi et m'aider à avancer là-dessus, carrément. Ouais. Donc, ce qui vient. Et tes clients et clientes, ils viennent avec... Quelle est la phrase que tu entends le plus souvent ? En début, tu vois, genre ils viennent à toi, quelle phrase t'entends le plus souvent, quelle problématique arrive le plus souvent? J'ai pas mal d'entrepreneurs qui veulent passer à la step d'après et qui se posent des questions à première vue d'organisation, de gestion du temps. Pour être plus efficace et impacter plus. Et derrière ça aussi, trouver Alors, eux parlent d'équilibre pro-perso. Moi, j'ai même pas envie de parler d'harmonie, mais même d'intégration. Mais c'est un vrai sujet, ça, pour mes clients. Et derrière ça, c'est comment arriver aussi à lâcher prise. Mais là, on est sur des niveaux de demande plus avancés en explorant davantage. C'est beaucoup comment on passe d'une stratégie de contrôle à une stratégie de confiance. Donc ça, c'est les demandes cachées, souvent. Qu'est-ce que tu appelles une stratégie de contrôle ? Le contrôle, c'est vouloir maîtriser l'environnement, les choses, le petit rond dans la story, le petit carré. C'est moi en arrivant à cet échange en me disant j'aimerais que ça se passe de la meilleure façon qu'il soit. Comme si le contrôle, ou en tout cas tous ces trucs-là, allaient changer la perception, ou allaient changer, ou allaient
aider à développer plus l'entreprise. Tu parles de step 2, c'est aussi l'envie d'impacter plus, donc d'être plus grand et donc de toucher plus de monde, donc de aussi développer plus de chiffre d'affaires. Il y a aussi c'est ce contrôle, alors qu'en fait c'est le paradoxe, c'est dans ce non-contrôle, dans ce lâcher-prise qu'on va grandir. Ouais. Et dans le lâcher-prise, c'est même lâcher-prise avec le lâcher-prise. Oui, c'est lâcher total. Parce que même dans le lâcher, il y a une forme d'action. Oui. Et comment on arrive à être complètement dans l'accueil et dans la confiance au point même de lâcher prise sur le fait de lâcher prise. C'est passionnant. Bah oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu nous conseillerais là pour apprendre en premier pour moi à lâcher, même le lâcher prise, tu vois, à lâcher vraiment Est-ce que tu as un conseil pour moi et pour d'autres qui pourraient nous entendre? J'aurais envie de te demander pourquoi tu as besoin de ce conseil. Qui tu seras quand tu auras eu ce conseil? Ouais. C'est tout. J'en ai pas besoin en vrai de ce conseil. Je sais pas. Non, mais en vrai, c'est ce que je me dis. C'est que c'est aussi lâcher ces demandes extérieures en fait. C'est lâcher ces demandes de conseils. C'est vraiment juste accepter, accueillir et on s'en fout. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est ce qui me vient. Dans le livre d'Eckhart Tolle, dans le pouvoir de l'instant présent, il y a une phrase sur le lâcher prise. Comment quelqu'un qui lui posait la question, comment je saurais que j'ai lâché prise? Et il lui répond, tu sauras quand tu arrêteras de te poser la question. Ouais, exactement. C'est précieux, très chouette. Merci. On arrive à la fin là, bientôt. J'ai quand même envie d'ouvrir le champ de que va-t-il devenir demain, ce métier du coaching selon toi, Camille? Ah, j'adore, parce qu'il va évoluer, ça c'est clair. Et il va évoluer parce que ça va être des personnes de plus en plus... Enfin, ça va être ces nouvelles générations qui seront les coachs de demain. Et donc ces nouvelles générations, elles sont empreintes du digital, elles sont empreintes d'une ouverture sur le monde, elles s'autorisent beaucoup. Et donc le coaching de demain sera empreint de tout ça. Et je pense que notre job en tant que coach, on accompagne le changement. Avec cordonnier le plus mal chaussé. Comment est-ce qu'on va être capable d'accompagner notre propre changement sans être en résistance? J'entends énormément de résistance sur l'intelligence artificielle, tout, énormément. Et j'observe aussi mes propres résistances. Mais c'est aussi notre job d'accompagner le changement. Alors prenons notre devenir comme objet d'étude du changement et accueillons ce qui va arriver. Enfin, moi, j'ai envie d'accueillir ce qui va arriver. Et pour répondre plus concrètement à ta question, je pense que oui, l'intelligence artificielle, ça va transformer notre métier. Ouais, il y a énormément de choses qui arrivent avec ça, c'est fascinant et c'est vertigineux, ces possibilités qui arrivent. Et j'adore ce que tu dis, oui, accompagner le changement, cette transition de A à B toujours, il faut la faire aussi pour soi, mais aider ce monde avec cette ouverture-là et transformer pour muter au mieux. Si on est connecté au cœur, de toute façon, pour moi, ça reste des outils, que ce soit de l'IA ou ça reste des outils. Donc, c'est qui est derrière, comment on l'utilise et avec quelles valeurs et quelles sources au plus profond de nous on souhaite les faire nôtres et voir comment elles impactent ce monde. De toute façon, elles impactent ce monde. c'est là. Donc, c'est là. Clairement. Ok. Merci. Alors, une dernière question. Allez, 2 dernières questions. Est-ce que tu peux nous recommander un livre et un podcast pour moi, pour nos auditeurs, nos auditrices? Un livre... Se libérer du connu. Ok, c'est de Krishnamurti. Ok. Krishnamurti. Génial. C'est bousculant. Ok. Un podcast Génération Do It Yourself. Je suis fan de la qualité des invités et de
l'authenticité et le rapport de l'humilité aussi de Mathieu Stéphanie. Je trouve que, j'arrive à m'identifier à lui dans sa façon d'interroger. Il pose les questions que j'aurais envie de poser, et j'adore. Il pose des questions aussi que j'aurais pas pensé à poser, bien sûr, et donc ça permet d'aller loin en fait. Et ça dure plusieurs heures. Ouais. Intéressant aussi, tu vois, c'est encore le rapport avec autant long. J'adore embarquer pour 3 heures d'épisode. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment que le podcast qui permet de faire ça. Et quand je vois, j'écoute des podcasts d'Andrew Huberman ou d'autres personnes, 4h30, tu vois, des trucs. Ouais. Tu fais en plusieurs petits bouts, mais c'est génial. Tu dis, j'ai tout ça devant moi, comme un gros bouquin. J'ai 1000 pages, tu sais, il y a ce truc un peu fascinant et génial à la fois. Ouais, d'abondance. Et puis on prend ce temps, on le déguste, et il y a plein de petites pépites, et puis c'est chouette. Et j'aime bien amener les personnes. Moi, je sais que le réseau social, c'est assez court, mais pour les amener, venez. Avec mon podcast par abonnement, là, qui fait 1h30 par épisode sur les pratiques de l'invisible, eh bien, toutes les personnes l'écoutent en entier, tu vois. Et je suis très content parce qu'elles ont fait le chemin de venir au fur et à mesure et de dire, je dédie ce temps, ma valeur la plus précieuse, là, à ce que tu me partages, aux invités que tu invites, à ton univers que tu crées, parce que ça a de la valeur pour moi, et c'est génial parce qu'au moins, on plonge vraiment dans cet univers. Moi, j'ai envie d'être vraiment écouté, ou qu'on plonge dans les personnes que je mets, parce que pour le premier truc, c'est que moi-même, j'ai été ébahi par la personne que j'ai reçue, qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai beaucoup aimé son univers. Et j'ai qu'une envie, c'est écoutez-le, tellement il est beau cet univers. Et quand les personnes arrivent jusqu'à moi, je suis très content qu'elles l'écoutent en entier. Est-ce que tu veux tirer un mot ou une question pour ouvrir et terminer cette interview, Camille? J'aime beaucoup cette idée d'utiliser des cartes. Je suis en train de me dire, est-ce que tout est dans nos mains? Allez, un mot. Un mot? Ok. Très bien. Chère carte, merci de nous montrer un mot pour ouvrir la fin d'interview avec Camille. Et le dernier message un peu à partager. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Amour? Oui. Ah. Pour la Saint-Valentin. Rappelons-le quand même, nous sommes le 14 février. Nous sommes le 14 février, c'est beau. Merci la vie. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce mot? C'est parfait. C'est parfait. Ça m'inspire la confiance dans le fait que tout est parfait. Tout est divinement orchestré. Génial. Merci beaucoup, Camille. Et la toute dernière question. Comment tu repars de cette interview avec moi? Je suis heureuse de ce petit voyage qui était comme une bulle. Une petite bulle déconnectée, un peu en dehors de l'espace-temps. Et j'aime ouvrir ces bulles et merci pour ce moment. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir répondu présente à cette invitation le jour de la Saint-Valentin, c'était trop bien. Ouais. Et j'ai envie de te reposer la question aussi, à toi. Oui, et moi j'ai passé un super moment et j'aime bien parce que je découvre à chaque fois des énergies complètement différentes. Et la tienne, tu vois, par moment, ça vient de challenger par les questions, tu veux des questions plus précises, donc c'est hyper intéressant de voir, ah oui, quand il y a un choix, il y a trop de choix, il faut que je l'aide aussi pour amener comme ça quelque chose de plus anglais, quoi, tu vois. Alors que j'aime bien ce champ aussi des possibles et prendre ce qui vient, tu vois, genre le saisir, parce que moi je fonctionne aussi comme ça. Et j'adore du coup goûter ce truc-là, et puis moi je viens danser avec ces énergies. Et puis tu m'ouvres des choses hyper intéressantes sur le lâcher prise, sur des trucs, tu vas te dire, ah ouais, c'est cool, tu vois, j'ai plein de pépites. Mais ce qui est à chaque fois génial, c'est que moi c'est à la réécoute que je prends vraiment ce recul d'auditeur, d'auditrice. Là je suis dans autre chose. Je suis un peu à la technique en train de regarder, je suis en train aussi d'ajuster, je prends mes notes et tout. C'est après quand je suis dans ma voiture ou que je monte l'épisode et que je l'ai laissé reposer avant de le poster, que là je me dis, ah waouh, à chaque fois de toute façon je suis ébahi.
Mais dans mon corps, je sens que j'ai passé une très bonne interview et que c'était chouette, quoi. C'est hyper nourrissant. Et donc, je te remercie aussi pour ce qu'on a créé tous les deux, cette résonance, ce yoin, ils disent aussi en japonais, la résonance des choses, ce troisième espace, ce souffle médian pour les Chinois, qui est né de notre rencontre. Donc, merci infiniment. Puis, avec ce beau mot de amour pour la Saint-Valentin, c'est beau. Merci infiniment, Camille. Merci aussi de nous avoir suivis, à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à faire entendre et partager ce message du coaching à d'autres personnes. Et puis, si des personnes viennent un peu vous critiquer, si vous êtes coach, allez, écoute ces épisodes, tu verras. Ou alors, juste nourrissez-vous, allez voir et soyez curieux. Un coach, quoi. Parce que c'est ça à la base. Allez juste découvrir et faites ce pas-là. Et puis, vous verrez comment... ça peut changer vos vies. Puis il y a déjà, là on est la 13e personne, il y a du monde à aller voir là déjà que je vous me sélectionne, vous avez vu, c'est génial de se nourrir, vous avez 1 heure avec la personne, de leur dire ouais, je crois qu'elle est pour moi là, écoutez votre corps toujours et passez un coup de fil, tout sera dans la description pour Camille et comme pour tous les autres. Merci et à très bientôt. Merci, à bientôt.